Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième partie de votre revue hebdomadaire d'experts. Au fait, on a préféré utiliser la langue française pour cette deuxième partie en respect à nos invités avec qui on va faire un petit voyage à travers le monde. On aura un intervenant à partir du Canada, de la Corée, de la Suisse et de la France. Donc, je voudrais avant tout remercier toute notre équipe technique pour l'effort fourni pour réussir cette première pour nous. C'est une première, sincèrement, pour nous. Et je remercie grandement toute l'équipe, tous les jeunes qui travaillent ici à la chaîne Tunisna. Au fait, la question cruciale que l'on pose en Tunisie et dans tous les pays émergents, c'est le dilemme. Est-ce qu'on doit respecter toute cette avalanche de barrières extra-tarifaires, sanitaires, environnementales et surtout sociétales? Ou alors s'intéresser au développement de notre société. C'est la question qu'on veut poser aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai invité des mastodontes, sincèrement, dans le domaine et j'ai le plaisir de les interviewer. Avant de les présenter, je voudrais remercier si Karim Ahlas et Madame Houda Hamdi présents ici au studio qui vont m'aider à animer cette deuxième partie. Alors, je souhaite souhaiter la bienvenue à Si Samir Trabelsi. Si Samir, bonsoir. Bonsoir, c'est Abdeltif. Je ne sais pas si je dois dire bonsoir ou bonjour. Ici, c'est bonjour, mais chez vous, c'est bonsoir, je crois. Voilà. Ici, il est 15h de l'après-midi, donc il fait entre 20 et 23 degrés, pour avoir une idée. Si Samir, vous êtes professeur de comptabilité et de gouvernance à la Goodman School of Business. Vous avez enseigné depuis 2004. Vous êtes titulaire d'un doctorat en comptabilité de HEC Montréal. Vous donnez des cours en gouvernance d'entreprise, en durabilité, en information financière. Vous avez exercé la comptabilité publique chez KPMG en Tunisie. Vous êtes lauréat, je ne vais pas citer tous les primés, donc plein de succès. Oui, vous êtes engagé dans tout ce qui est environnement et vous organisez chaque année un grand événement qui est Geeks et on aura l'occasion de le couvrir ultérieurement. Merci de nous avoir accordé ces moments. Merci beaucoup. Je passe à M. Charles. Je ne sais pas s'il est en ligne, Charles. Oui, je suis. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Allô? Oui, je suis là. Bonsoir, Charles. Vous êtes franco-coréen. Et là, Oui. j'ai perdu la feuille, j'ai perdu votre CV, mais je vais dire que vous êtes également docteur en professeur de comptabilité durable, titulaire de la chaire écrivain Hope en commerce et en développement durable. Vous avez fait des recherches qui portent notamment sur la comptabilité sociale et environnementale. Merci d'avoir accepté de nous accorder ces moments-là pour expliquer davantage la problématique d'aujourd'hui. Merci de me recevoir. Plaisir. Madame Inès Shape. Bonjour. Madame Inès. Pareil, je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir. Bonjour, ici on est en plus sur la même heure maintenant qu'on a fait le changement de l'autre côté. Bon, il faut dire que vous êtes à Genève, donc vous êtes professeur de finance à l'Université de Genève, affilié à Swiss Finance Institute. Vous avez apporté d'importantes contributions théoriques et empiriques à la recherche sur les marchés financiers internationaux. Vos travaux ont été publiés dans les revues académiques de premier plan, telles que le Journal of Financial Economics et la Review of Financial Studies. Je ne veux pas citer tous vos travaux, autrement on n'aura plus l'occasion de parler pendant l'émission, mais je vous remercie également pour avoir accepté d'intervenir avec nous et c'est un très grand honneur de vous avoir
avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Madame Neila Bezina. Madame c'est Neila. Oui. Bonjour, Madame Neila. Donc, on a eu l'occasion de se voir pour un mois Absolument. de juillet. Et j'ai découvert une grande femme, une militante, une vraie militante pour tout ce qui est formation, tout ce qui est système d'information. En fait, vous êtes beaucoup plus branché système d'information, mais vous êtes très, très, très sensible à tout ce qui est environnement et sociétal, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci à vous, quatre, d'avoir accepté d'être avec nous pour ce petit voyage d'environ 70 minutes. Donc, la question que je voudrais commencer par poser est, sommes-nous aussi aujourd'hui obligés de choisir entre développement et respect de tous ces normes et règles environnementales? Je commence avec vous, si Samir. Écoute, c'est vraiment une question centrale. Ces barrières doubles, d'une part, les défis sociétaux comme la gouvernance, la corruption ou l'inclusion sociale, et d'autre part, les contraintes environnementales et climatiques sont souvent perçues comme des freins. C'est vrai. Pour un pays émergent, devoir améliorer simultanément ses institutions sociales et en même temps verdir son économie. Cela complique la tâche par rapport aux pays qui se sont développés dans le passé sans ces pressions. Par exemple, on constate que les pays à forte corruption ou instabilité voient leur niveau d'investissement étranger chuter. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches. J'ai fait des recherches sur les raisons pour lesquelles les investissements directs étrangers évitent d'investir dans les pays où ils ont une gouvernance qui est très faible, où les sociétés ne sont pas socialement responsables. De même, les nouvelles normes environnementales peuvent sembler coûteuses à court terme, parce qu'il faut comme une infrastructure de contrôle interne, une formation du lead du pays pour appliquer ces normes et pour inclure ces normes dans la stratégie, le modèle d'affaires et le modèle de gestion des risques des organisations. Cela est comme si on demandait aux pays pauvres de ne pas faire ce que les riches ont fait hier. Mais on peut aussi voir dans ces défis une occasion de progresser autrement, de sauter des étapes. Ce qui pourrait être un frein peut devenir un levier. Prenez le virage technologique. De nombreux pays africains ont adopté directement les paiements mobiles, contournant des banques physiques dans les zones rurales. C'est un obstacle sociétal, qui est l'exclusion financière, qui a stimulé une innovation profitable à leur économie. De même, les exigences environnementales poussent à investir dans les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique, ce qui à terme réduit la dépendance aux importations et crée de nouvelles industries locales. Pour résumer, je crois que ces barrières peuvent ralentir la croissance si on les ignore. Mais si on les aborde avec volontarisme, elles deviennent l'occasion d'un développement plus durable et résilient. Je voulais conclure par dire que ce n'est pas un frein absolu. C'est vrai, c'est vraiment un défi bien géré peut se transformer en avantage comparatif. N'oublions pas que la Tunisie est dénommée Tunis el-Khadra. Mais la grande question, est-ce que les autorités ou les décideurs ont pu mobiliser ce slogan de la Tunisie verte pour faire des réformes
qui réconcilient ou qui font la réconciliation entre les priorités économiques, la croissance, la création d'emplois et la stratégie environnementale et sociétale. Merci, Sissemir. J'interpelle Charles. Charles, si je résume ce que disait Sissemir, c'est qu'au fait, l'instabilité et le manque de transparence dissuadent les investisseurs à investir dans de tels pays. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, tout à fait. C'est quand même une question de confiance et de transparence. Lorsqu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans un certain pays dont on essaye d'apprendre, c'est forcément, ça peut être un frein. J'ajouterais que sur la partie sociale et environnementale, il y a toujours ce défi d'équilibre, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'adresser un problème environnemental et en créant un social, ou en essayant d'adresser un social et en créant un environnement en fait. Donc vouloir essayer de tout faire, ça peut être ambitieux et peut-être pas réaliste. Et j'ajouterais aussi que par rapport aux pays euh, développés ou riches, comme on dit, c'est quand même une question d'équité et de justice que les pays émergents ont la pression et un peu sont le résultat. C'est pas eux qui polluent le plus, c'est pas eux qui ont le plus d'impact sur la planète, mais ils sont responsables comme tout le monde. Donc je trouve qu'il faut faire la part des choses sur qui doit faire quoi pour les autorités pour tenir en compte de ce qui se passe. Donc moi je pense qu'il faut regarder presque au cas par cas sur certaines politiques, comment faire, au lieu de les regrouper sous un chapeau pays émergent, parce qu'il y a certains pays qui ont investi dans certaines technologies ou dans certaines initiatives et pas d'autres, et essayer de trouver cet équilibre dont on a besoin. Merci Charles. Je sais que vous avez beaucoup voyagé à travers le monde. Donc, vous avez entièrement raison. On ne peut pas mettre tout le monde sur la même lignée, mais ceci n'empêche que ces barrières-là restent coûteuses. Oui. C'est un coût, mais est-ce que c'est un coût qui est un investissement, qui est un investissement nécessaire pour freiner l'économie? On parle toujours de, même dans les pays développés, vous parlez là, cette loi Omnibus par exemple, ils disent que ça va réduire la concurrence avec le reste du monde, avec la Chine, les États-Unis, etc. Mais en fait, on se rend compte que non, c'est les visions à long terme. C'est sûr que les pays émergents, ils ont autre chose à faire, hein. Ils sont émergents pour une raison, c'est qu'ils sont en essayant de survie économique. Et là, on leur demande de faire plus attention à l'environnement. Ça peut devenir une opportunité, comme vous dites dans vos questions déguisées, puisque elles peuvent, dès le départ, penser plus en avance sur les innovations environnementales et sociales que les pays développés n'ont pas pu faire ou n'ont pas voulu faire au départ. Et, et on se sont retrouvés là. Et encore une fois, je déplore un peu l'injustice, puisque je pense que ces pays-là ont plus de pression avec moins de ressources. Et bah, je pense qu'il faut les aider, quoi. Il faut vraiment essayer de les soutenir, puisque il y a une opportunité de faire un développement économique, qui est évidemment la priorité pour eux, mais aussi en même temps d'emmener le social environnemental, ce que les pays développés aujourd'hui n'ont pas fait et n'ont pas pu faire pour des raisons peut-être volontaires ou non volontaires, hein, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà ce frein, comme disait Samir, qui peut devenir un levier d'opportunité pour ces pays pour avancer et faire progresser les choses. Madame Inès, Madame Inès Cheib, vous êtes professeure de finance et le paradoxe, c'est que c'est le secteur qui est à l'avant-garde de la lutte contre la pollution théoriquement, mais pratiquement, c'est le secteur le plus incriminé dans ce sens. Je ne sais pas si on a Madame Inès Cheib en ligne. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais préciser deux choses. Alors, une chose, c'est que les pays émergents étaient tout le temps en quête de ces capitaux, de comment attirer l'investisseur étranger.
Et on parle de barrières explicites, hein, le fait que le pays lui-même ne s'ouvre pas, on peut pas investir dans certains secteurs. Et puis il y a les barrières implicites où l'investisseur étranger, lui, ils se sont pas sécurisés pour aller investir dans ce pays-là pour des raisons de familiarité. Il connaît pas la langue, il peut pas lire les bilans, etc. Et là, maintenant, ça s'ajoute cette dimension-là de environnementale, sociétale. Et donc, on se demande dans quelle mesure ça va être encore un frein pour pouvoir attirer davantage les capitaux. Alors, je travaillais sur ce sujet, encore une fois, d'un point de vue vraiment est-ce que ça peut freiner les capitaux? Malheureusement, oui, il y a ce qu'on a appelé un home bias en ISJ, c'est-à-dire que les investisseurs, ils ont tendance à aller plus investir dans les firmes à en bonne qualité, verte, high ESG, quand ils investissent chez eux, mais quand ils regardent les firmes étrangères, notamment les firmes qui sont dans les pays émergents, ben, ils vont essayer de les éviter. Donc, effectivement, ça peut être vu de cet angle-là comme un autre problème pour les pays émergents de pouvoir attirer les capitaux. Par contre, je crois que il est important d'essayer de réfléchir un peu sur c'est quoi, comment on peut réfléchir sur la durabilité. Et ça concerne aussi bien les pays émergents que les pays développés. Et puis il y a ici une confusion parce qu'on pense souvent, est-ce que ça on le fait pour des raisons de morale, éthique, ou est-ce que plutôt vraiment, donc ça c'est value and values, et où est-ce que c'est vraiment aussi, ça a un impact réel sur la valeur de l'entreprise, parce que ce sont des risques réels. On parle de risques climatiques, alors notre pays, la Tunisie, est très bien touché par ces risques-là. Donc, quand on commence à réfléchir en termes de comment on peut gérer ces risques-là, ça devient très important d'attaquer ce problème tout de suite. Donc, on ne le fait pas parce que les pays riches nous l'imposent, mais on le fait parce que c'est un risque réel pour nous. Mais Madame professeure, en Tunisie, certaines voix se sont hissées pour mettre en doute cette théorie, cette approche, prétextant de la position d'un pays comme les États-Unis et Donald Trump, qui ne reconnaît pas ce genre de risque. Alors, il ne le reconnaît pas maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, s'il y a un risque climatique majeur qui vient arriver, puis c'est pas, on le voit, en Jamaïque, hein, c'est très récent, mais ça pourra bouleverser, il pourra réaliser enfin que c'est un risque réel, il pourra alors revenir sur ses pensées et puis essayer d'implémenter des réglementations qui vont toucher les entreprises américaines et autres entreprises, n'est-ce pas? C'est très dynamique. Et il est très incertain. Trump, on peut jamais savoir comment il va changer d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Merci. Madame Neila Benzine, si vous êtes toujours avec nous. Oui, je suis là. Alors, je fais céder la parole à notre ami Karim Halas qui voudrait vous saluer. Salut Kérim, très heureuse et contente de te retrouver. Moi aussi. Toujours un plaisir. Merci. Alors, Madame Neila, quel est le rapport entre ce que vous faites dans le domaine de tout ce qui est informatique, intelligence artificielle et l'environnement? Alors, effectivement, quand on parle aujourd'hui de ESG, en fait, on parle de transformer les ambitions ESG en actions opérationnelles concrètes. Et en réalité, ça, on peut le faire encore plus vite grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle. Et dans des domaines critiques comme par exemple le supply chain ou les émissions carbone, chez Wimby, donc la société que je dirige, nous avons identifié des cas d'usage concrets où l'IA génère de vrais retours sur investissement que l'on peut mesurer en fait. Et je vais en fait, pour être très concrète et pragmatique, peut-être parler de ces cas d'usage, mais rapidement, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre le sujet.
Par exemple, il y a le sujet du scoring prédictif des risques ESG dans la supply chain, où nous aidons des clients à cartographier et à surveiller, par exemple, leurs fournisseurs sur plusieurs niveaux, en détectant des signaux faibles pour pouvoir en fait anticiper des risques géopolitiques, des violations sociales, des alertes réglementaires, et ce à partir de données internes et quelque part aussi de données externes évidemment, telles que les médias, telles que des sanctions qui sont publiques, des certifications et j'en passe. Par exemple, pour un client bancaire, on a réduit de 35% son exposition aux fournisseurs à haut risque. Et ça, on l'a fait grâce à notre IA qui permet de prioriser des audits de ESG de la bonne manière. Le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage de suivi et en fait de suivi et de prévision des émissions carbone. Et nous déployons dans ce domaine-là des tableaux de bord carbone en temps réel qui sont alimentés par des données IoT et de production avec des modèles de machine learning qui permettent de prédire les émissions scope 1, 2 et 3. Et là, encore une fois, chez un groupe industriel, on a mis en place avec cette approche en fait un dispositif qui permet d'optimiser mensuellement l'empreinte carbone et d'alimenter en fait les stratégies de tarification du carbone et de reporting dynamique. Voilà. Donc là, encore un deuxième cas d'usage très concret. Le troisième cas d'usage intéressant, c'est en fait une surveillance des risques sociaux via des NLP. Et là, on a mis en place des modèles de traitement du langage naturel qui analysent les données internes et publiques, réseaux sociaux, plateformes RH, feedback collaborateurs, et qui permettent de détecter des risques sociaux émergents, par exemple les tensions, les signaux de burn-out, des risques réputationnels. Et là, les directions RH et RSO ont pu anticiper des crises sociales et rediriger quelque part les investissements vers les activités ou les équipes qui étaient les plus exposées. Madame Et donc Neil, nous, on a Madame permis Neil, d'opérationnaliser en fait l'IA dans les démarches ESG. Pardon? juste, j'ai voulu attirer votre attention qu'en Tunisie, nous sommes à la veille de 2 jours de grève annoncés par le syndicat des banquiers. Donc, pour vous dire l'importance de votre approche. Absolument, absolument. Et peut-être que si ce n'est en fait éviter totalement la grève, c'est en atténuer l'impact et l'étendue, en mesurant en fait quelque part les coureurs, en détectant les signaux pour pouvoir instaurer en fait les bonnes approches et la bonne démarche. Donc voilà, je ne vais pas peut-être m'étaler beaucoup plus parce qu'il y a encore d'autres personnes qui vont intervenir sur le sujet, mais j'ai envie de dire qu'avec l'IA, il y a moyen, en fait, l'IA et la technologie, a moyen de faire de rendre les actions ESG beaucoup plus puissantes, beaucoup plus impactantes, beaucoup plus précises. Mais ce n'est pas une baguette magique en fait pour l'ESG, c'est le levier le plus rapide en fait pour passer des engagements à l'action. Et c'est un augmentateur de potentiel et de possibilités. Merci beaucoup, merci Neil. Moi, je voudrais revenir à Charles et je veux revenir à son affirmation qu'au fait, appliquer toutes ces normes serait presque impossible. Et là, vous qui êtes professeur de comptabilité durable, sincèrement, c'est une spécialité peu connue en Tunisie. Je veux revenir à la complexité de ces normes. Pourquoi on conçoit des normes si complexes et si coûteuses? Ah, ça c'est une, c'est une très bonne question. Si on parle aujourd'hui, c'est un peu ce que j'avais un peu livré à la conférence au mois de juillet sur les normes de reporting, de divulgation des entreprises sur la durabilité. Si on parle de ça, c'est clair que l'investissement est un peu
je vais dire quelque chose un peu de familier, un peu le ridicule de la politique qui se fait sur ça, avec la complexité, ça peut poser des questions. Ceci dit, euh, il est important quand même d'établir des normes qui quand même vont contribuer positivement à la société et à l'environnement et aussi à l'économie. Et ça, c'est vraiment un débat. Bon, c'est un débat qui est devenu malheureusement politique et très coûteux, puisque je crois que j'avais montré des chiffres comme les normes de reporting de l'ISSB, par exemple, avec les rémunérations des membres du conseil. À plusieurs millions de livres anglaises. Le problème, c'est que on est au niveau du reporting, mais comme récemment avec des collègues, je parle et moi j'ai aussi des réflexions. euh, Où est l'action? C'est-à-dire que moi, j'ai aussi parlé à des chercheurs ou des collègues qui travaillent hors normes comptables et hors reporting. On parle de normes, par exemple, pour avoir des standards environnementaux et sociaux sur les bâtiments, les hôtels, les usines. Euh, Au lieu de parler de ça, on parle beaucoup de reporting. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un mélange de tout et ça rend les choses plus compliquées. Et ensuite, pour ce qui est de reporting, vous avez raison, et pour appliquer tout ça partout sur les entreprises multinationales et jusqu'aux startups et aux PME, c'est aussi un problème. Et je sais que là, en Europe, par exemple, ils sont en train de débattre sur qui doit reporter sur quoi. C'est toute une bataille. Mais c'est quand même, ça me paraît assez logique qu'une entreprise qui a 100 000 employés n'a pas les mêmes exigences, ne devrait pas avoir les mêmes exigences qu'une entreprise qui a 50 employés. C'est pas du tout la même chose. L'impact n'est pas le même, les ressources ne sont pas les mêmes. L'entreprise a 50 employés pour satisfaire aux normes, si elles sont données par tout le monde, elle va passer son business à faire que ça. C'est pas normal non plus. Donc, encore une fois, c'est l'adaptation pour que chacun contribue d'une façon proportionnelle et avec des ressources adaptées pour faire aussi avancer les choses d'une manière efficace, parce que sinon on s'en sort pas, on tourne en rond et on parle de reporting sur des choses, voilà, l'entreprise, la PME n'a pas besoin de faire la même chose que la multinationale qui opère sur 25 pays, par exemple. Merci Charles. Sissemir. Moi, je vais rebondir par rapport à ce que dit Charles et Madame Neila. Au fait, ces normes, c'est vrai qu'ils sont complexes et c'est coûteux d'appliquer ces normes. Mais l'avantage, c'est que ces normes-là vont pouvoir réduire les blanchiments écologiques. Et loin de la rhétorique politique de Trump, la durabilité pour les gouvernements, pour les organisations à but non lucratif, pour les sociétés cotées et même pour les associations sportives, c'est une question de survie. Une entreprise ou une organisation qui a du mal à voir les risques environnementaux, sociétaux, de la malgouvernance sur les activités commerciales ou sur le service public, sa continuité d'exploitation, et excuse-moi le terme comptable ici, sa continuité d'exploitation, elle est compromise. Et donc, la Tunisie ou les pays émergents, ils ont une spécificité que les pays développés n'ont pas. Ils ont une mine d'or de jeunes assoiffés de savoir. Et donc, ce coup-là, investir dans l'éducation de cette élite-là pour investir dans la maîtrise de cette intelligence artificielle va faire que ce coup-là se transforme en avantage concret. Pour moi, la durabilité, c'est une obligation. C'est une question de survie. Les organisations, les pays ne doivent pas penser deux fois qu'est-ce qu'on fait avec la durabilité. Si vous faites rien, ok, votre croissance économique, elle n'est pas soutenable, elle n'est pas durable. Pour l'entreprise, le profit et les dividendes que vous distribuez à vos actionnaires,
ils ne sont pas durables, ils sont pas pérennes. Et donc, pour moi, je crois qu'il est temps de passer à l'action et de voir. C'est vrai, et une autre chose qu'on oublie dans ce débat-là sur les normes de durabilité, et c'est la durabilité, ces normes-là, que ce soit le GRI ou l'ISSB, c'est des normes qui émanent de la pratique. Et donc, l'Afrique, elle doit s'approprier. C'est pour cela que dans une de conférences, j'ai recommandé l'établissement de conseils africains de normes comptables. L'Afrique et la Tunisie doivent s'approprier de la normalisation dans ce domaine parce que les risques environnementaux, sociétaux du Canada ou des États-Unis ou de l'Europe ne sont pas ceux de l'Afrique. Je Donc, voudrais, il faut juste pour ton vraiment, information, pour votre information, pardon, si Samir, un Tunisien qui est le président de l'Ordre des experts comptables tunisiens vient d'être élu à la tête de l'Association panafricaine des experts comptables. je le félicite, c'est Walid Ben Salah. Voilà. Juste une Absolument. précision. Je reviens à Madame Inès Cheib, si vous permettez. Et là, j'ai une question un peu provocatrice. Pratiquement, j'essaie de suivre tout ce qui est actualité durable, je dirais entre guillemets. Mais dans la pratique, Madame, quels sont les pays qui ont vraiment réussi dans ces normes et qui sont arrivés à accueillir les fruits par l'intermédiaire des investissements dans ce domaine? Alors, pour que je sois sûre de comprendre votre question, donc, vous pensez aux pays développés ou aux pays émergents ici? Donc, vous voulez que je pense aux pays développés? Je parle pays émergents. D'accord. Le bon élève, celui qui a respecté toutes ces normes-là, qui a respecté tout ce qui est sociétal, environnemental, sanitaire, etc. Est-ce qu'il a vraiment cueilli des fruits? Wow. Alors, le problème, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité entre les pays. Donc, c'est très difficile que je puisse répondre à cette question parce que vraiment, déjà en Afrique, l'Afrique du Nord, la partie du Sud, etc., on n'a pas les mêmes défis, n'est-ce pas? Donc, franchement, c'est un peu compliqué de vous donner une réponse simple. Et puis, bien entendu, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. On a l'exemple de la Chine, mais la Chine, c'est encore une fois, c'est pas un exemple pour nous à suivre parce qu'on n'a pas les mêmes moyens et tout, mais la Chine, elle a ses spécificités. Donc, eux, ils ont beaucoup investi dans l'énergie renouvelable et puis là, maintenant, ils ont quand même en train de concurrencer les États-Unis. Ceci dit, ils ont toujours choisi une politique plutôt de répression financière, c'est pas une ouverture de leur marché des capitaux, c'est toujours la politique de contrôle. Et puis donc voilà, ils réussissent sur certains domaines, pas sur d'autres. Donc ils ont leurs propres problèmes et des problèmes importants. Donc je crois que c'est ça ce qui fait qu'on est des pays émergents. Donc chaque pays il a ses propres défis, mais je crois pas que on peut. C'est pas. On le comprend très bien. Hein, c'est pas l'argent des investisseurs institutionnels qui vont résoudre les problèmes climatiques. Hein, donc c'est des problèmes énormes. On a besoin de beaucoup de financement. Et donc, il y a des cas de réussite dans certaines Effectivement, implémentations. professeur, si vous permettez, professeur, vous êtes professeur de finance et c'est pratiquement le secteur le plus réglementé où il y a vraiment les plus petits détails dans le secteur. Tout est maîtrisé. C'est-à-dire, vous pensez aux fonds aux asset managers, aux investisseurs financiers, etc., institutionnels, etc. Effectivement. C'est ça. Donc là, c'est ça. Quand on pense, donc nous, on veut attirer le financement des étrangers, mais là, quand on pense
du point de vue de l'investisseur institutionnel, eux aussi, ils ont leurs propres défis. Donc, effectivement, eux aussi, ils doivent assurer que l'empreinte carbone de leur portefeuille est bonne. Donc, ils ont des mandats. C'est ça ce qui fait que on a beaucoup de difficultés à attirer le financement vers les pays émergents. Donc effectivement, vous le dites, oui, tout est précis, mais on est confronté aux mêmes problématiques de comment après mesurer. Il y a les mesures d'ESG avec toutes les défis, et c'est pour cela aussi on voit maintenant une certaine fatigue, hein, on appelle ça la fatigue ESG, parce que on se rend compte que il y a beaucoup de confusion dans comment ces scorings ont été faits et beaucoup de biais, beaucoup de conflits d'intérêts carrément de ceux qui fournissent ces estimations. Et donc, voilà. Et ça, encore une fois, ce sont des défis même aux investisseurs institutionnels qui sont basés aux États-Unis ou en Europe ou autre. Si Samir, Oui. vous m'excusez, mais moi, je crois que vous permettez juste une petite remarque. Une petite remarque. Oui. Je sais que vous êtes un globe-trotteur, vous assistez pratiquement à toutes les grandes rencontres internationales, FMI, Banque mondiale. En fait, comment répondre à ceux qui prétendent que le monde occidental est en train de nous vendre des leurres? Voilà, parce qu'à chaque sommet, on nous promet des centaines et des centaines de milliards, mais concrètement, rien n'aboutit chez les pays sudistes. non, pas du tout, parce que j'assiste pas mal de fois au congrès annuel du FMI et de la Banque mondiale. Et je peux vous garantir que cette finance verte n'est plus du tout théorique, hein. Elle est vraiment une réalité. Un exemple concret est notre voisin et nos frères, le Maroc. Le Maroc, il a mis en place un grand projet solaire à Ouarzazate, la centrale qui s'appelle la centrale Nour. Et j'ai pu voir ce projet-là lorsque le FMI et la Banque mondiale ont organisé leur congrès annuel à Marrakech. Et il a pu le financer en partie grâce à l'émission de la première obligation verte du pays. En fait, en 2016, le Maroc a lancé un Green Bonds de 117 millions de dollars pour Nour. Et ce qui est vraiment surprenant, il y avait plus de demandes que d'offres. Cela montre bien que les investisseurs cherchent des projets durables à financer, y compris en Afrique. Cette centrale solaire, aujourd'hui, est vraiment un symbole. Elle réduit les importations du Maroc d'énergie, crée de l'emploi local et positionne le Maroc comme un leader de l'énergie renouvelable sur le continent. Autre exemple que j'ai pu auquel j'ai assisté à la présentation, c'est le Nigeria. Et on ne s'attend pas forcément à ce pays qui est un pays minier. En fait, à l'été 2017, le Nigeria est le premier État africain à émettre une obligation souveraine verte, environ 30 millions de dollars, pour financer des projets d'énergie solaire et de reboisement. Cela a été certifié par une organisation qui s'appelle le Climate Bonds Initiative. Donc, même un pays pétrolier comme le Nigeria a vu l'intérêt de mobiliser de l'argent via la finance verte. Bien sûr, le cas classique, c'est le Rwanda, qui a su mobiliser des subventions internationales pour ses projets d'agroforesterie durable et pour son ambition de paysage vert. Et puis, de manière générale, je crois que aligner ces standards sur les critères ESG peut donner un avantage à l'exportation. D'ailleurs, on sait que l'Union européenne a discuté d'une taxe carbone aux frontières, le Carbon Border Adjustment Mechanism. Les pays émergents qui auront verdi leur industrie
pourront plus facilement continuer à exporter vers l'Union européenne sans subir une taxe supplémentaire. Et, D'ailleurs, à mon côté, le Boston Call Center Group a d'ailleurs montré récemment que les entreprises émergentes qui intègrent l'ESG sérieusement, pas de blanchiment écologique, ont un meilleur accès au marché international et à des capitaux moins chers. notre collègue Houdé Hamdi, qui est experte en ESG, voudrait intervenir. D'accord, merci Monsieur Abdeltif. Je salue tout d'abord tous les intervenants, donc Monsieur Semil, Monsieur Charles, Madame Inès et Madame Neila Benzina. En fait, étant donné que j'appartiens au secteur financier et plus spécifiquement au secteur des assurances, je vais vous donner un petit aperçu en fait ce qui se passe en Tunisie en fait dans le secteur financier. On parle de plus en plus, c'est Abdeltif, aux objectifs de développement durable de ces dernières années. On parle aussi de plus en plus aux critères ESG. Et là, j'évoque le rapport de la Bourse de Tunis qui a préparé un rapport là où elle explique tous les critères ESG, bien sûr en utilisant les standards internationaux, GRI et tout. Et puis, ce n'est pas obligatoire en fait, mais pour que les entreprises cotées en fait s'inspirent et préparent leur reporting ESG. Mais à présent, côté environnement, parce que là il y a 3 axes, environnement, social et gouvernance. Pour l'axe environnement, on est en train, en Tunisie et plus spécifiquement au secteur financier, il y a un projet qui s'appelle Greenovi, qui est un projet de 12 millions d'euros, qui est financé par des organismes internationaux. Et là, bien sûr, avec l'accompagnement des ministères de l'Environnement, le ministère de l'Économie et de la Planification, pour, bien évidemment, aider la transition écologique vers la finance verte, qui dit finance verte, entre autres, bien évidemment, l'assurance verte, etc. Et là, actuellement, on est en plein dedans pour l'évaluation du secteur financier, côté maturité institutionnelle et maturité en fait, individuelle en matière de finance verte et ESG. Et là, ne serait-ce que pour l'évaluation du secteur, par exemple les responsables, le marketing, RSE, etc. Et même, on est allé jusqu'aux les responsables risk management, les compliance officers, les souscripteurs en assurance, les banquiers d'une manière générale, les SICAR, etc. Donc, pour évaluer leur maturité en matière de finances vertes. Là, pour la sensibilisation, parce que là, on est conscient qu'en Tunisie, on doit être sensibilisé à la finance verte. Voilà. Actuellement, il y a des ateliers gratuits qui seront animés l'année prochaine au profit du secteur financier. Donc, ce n'est pas, bon, peut-être en nombre de 100 personnes, mais là, pour les accompagner, en fait, pour qu'ils soient plus sensibilisés à la finance verte. C'est déjà un premier pas très important. Un premier pas. Sikari. Moi, je voudrais parler de l'avenir de l'Afrique par rapport à ce qui se passe dans le monde en termes de gaz à effet de serre. Je vois bien le positionnement. Aujourd'hui, la Chine, je viens de discuter avec mon agent qui m'a donné des informations en temps réel, l'IA, et pour voir un peu le positionnement. Aujourd'hui, un pays comme la Chine consomme 26% de gaz à effet de serre de CO2. Il émet des CO2 d'une manière importante. L'Europe, c'est à peu près 13%, les États-Unis, même chose. L'Afrique, qui est le pays qui va avoir dans 20 ans 2 milliards de personnes avec 1 milliard de jeunes. Donc quand on voit les changements maintenant qui vont se produire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il faut regarder le monde autrement et regarder aussi comment on pourrait utiliser ces jeunes qui vont arriver par rapport au changement climatique. Maintenant, les changements climatiques, ceux qui pilotent tout ce qui est énergie renouvelable, c'est la Chine. C'est elle qui émet le plus. Mais ils se sont engagés pour faire baisser. Très bien. Maintenant, ce qu'ils font la Chine, les États-Unis, l'Europe, c'est bien pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, nous, on a besoin, pas de faire des panneaux solaires,
C'est pour ça que moi je voudrais discuter avec Sissamir. Pas simplement transformer le soleil en énergie et le vendre en Europe. Moi j'ai dit ici même, moi je voudrais qu'on ait des data centers, des centres de calcul pour justement avoir une intelligence artificielle qui nous ressemble et qui nous rassemble en tant que pays africains. Et ça va demander de l'énergie, ça va demander une consommation supérieure. Non, je voudrais rappeler que l'Afrique ne consomme rien du tout, n'émet rien du tout par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, dans ce schéma de financement green, moi, je voudrais positionner l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique, c'est là où il y a la puissance de calcul la moins importante dans le monde. Elle est de 0,1%. Nous, on voudrait, et on milite pour ça, pour que les puissances de calcul arrivent en Afrique, qu'on ait notre propre IA. Ça, il faut le calculer, il faut le discuter, parce que ça consomme de l'énergie, et nous, on a l'énergie solaire qu'on peut transformer en intelligence artificielle pour pouvoir vendre de la valeur ajoutée, ce que fait très bien Neila Benzina, puisque les use cases qu'elle nous a présentés, c'est en fait des use cases d'intelligence artificielle agentique appliqués sur l'ESG. Nous, on a le savoir-faire. On a Neila Benzina, on a Badr Dinoueli, on a Karim Bgir, on a Karim Jouini. Ce qu'on veut, c'est... On a Karim Mahrez. Merci Neila. Ce qu'on veut, c'est à partir de cette Tunisie, à partir de l'Afrique du Nord, on peut travailler avec nos confrères, nos partenaires européens, mais pour une Afrique qui est meilleure à partir de 2050, là où il y aura, je dis bien, 2 milliards, c'est les chiffres qui vont parler, 2 milliards de personnes avec 1 milliard de jeunes, et c'est dans 20-25 ans. Voilà. Merci, Si Karim. Je ne sais pas si Mme Neila voudrait commenter. Madame Neila? Oui, vous m'entendez? Oui, on entend. Non, moi simplement, ce que j'aimerais dire en fait sur ce sujet, c'est que il y a des défis en fait dont il faut tenir compte si on veut faire de l'ESG de la bonne manière. Et qui sont en fait des défis de biais, de conformité et de gouvernance. Et en réalité, ces défis-là, ils montrent que l'on doit, selon la localisation et l'emplacement où nous nous trouvons, faire de l'ESG de manière différenciée et de manière, on va dire, adaptée à l'emplacement en question. Et si je reviens en fait à ma casquette de spécialiste en data et en IA, le premier biais que j'évoquais, c'est bien sûr réduire les biais dans les données ESG. Et pour ça, les jeux de données ESG, surtout en fait les données sociales, montrent souvent des inégalités historiques. Parfois, par exemple, certaines communautés sont parfois absentes des statistiques officielles et de petits fournisseurs, notamment dans l'hémisphère sud, sont parfois invisibles dans les audits. Et si on n'est pas vigilant, les modèles risquent de reproduire et d'amplifier ces biais. Et c'est ce pourquoi la technologie, donc si je me raccroche à ma spécialité et à ma valeur dans ce panel, en fait, la technologie permet de mettre en place des pratiques concrètes, croiser les sources, où on doit combiner des données structurées avec des données qualitatives issues du terrain, d'entretien, de rapports d'audit, de feedback d'acteurs locaux, où on peut aussi détecter les écarts et appliquer des protocoles de détection de biais pour identifier si un modèle favorise en fait ou défavorise un groupe de personnes de manière injuste, et diversifier les points de vue. Donc ça, encore une fois, et cette diversité de regards est en réalité la première garantie
que l'on ait une ESG qui soit adaptée et où la technologie et l'IA apportent de la valeur. Le deuxième défi, c'est de concevoir en fait pour la conformité réglementaire, en fait, avec des nouvelles réglementations comme le CSRD en Europe ou le Climate Disclosures de la SEC aux États-Unis, il y a une exigence très forte de traçabilité et d'explicabilité. Et il faut des modèles qui soient conçus avec une logique d'explicabilité native. Et cela, en fait, implique que chaque sortie d'un modèle doit être reliée à sa donnée source et à chaque étape de calcul. Et donc, pour ça, il faut intégrer des systèmes de versionning, de journalisation. Il faut pouvoir permettre d'auditer à tout moment une note de risque ou une estimation carbone. Et encore une fois, il faut que le cadre dans les pays, et l'Afrique a le moyen de le faire, il faut qu'il y ait un cadre qui permette en fait quelque part de prendre en compte pour les acteurs les exigences de ce cadre-là. Par exemple, le AI Act en Europe permet de classifier les risques et les exigences de transparence. On peut faire un dispositif similaire dans notre région. Et le troisième défi, selon moi, c'est la gouvernance et la transparence, évidemment, organisationnelle, où finalement l'éthique, qui n'est pas qu'une question de code ou d'algorithme, en fait, c'est une question de gouvernance. Et là, on doit en fait instaurer un mode de fonctionnement et un modèle de fonctionnement où on a un comité de gouvernance IA-ESG, où on a des modèles en fait qui documentent les hypothèses, les sources et les limites de chaque modèle, où on a des boucles de rétroaction. Bref, tout ça, en fait, pour dire que dans nos pays, comme le disait Kerim aussi, on a énormément de possibilités, de potentialités, de talents qui peuvent permettre de faire de l'ESG de la bonne manière et d'augmenter tout ça grâce à l'IA. Mais on n'est pas encore dans un modèle d'IA en fait totalement responsable, éthique, ou en tout cas passer à l'échelle de cette façon-là. Et on a encore le temps de le faire parce que on est au début encore et on a vraiment une carte à jouer. Je pense qu'on devrait saisir cette opportunité-là et faire le leapfrog. Tout à l'heure, on parlait de petits retards, mais c'est un leapfrog qui peut nous permettre, au contraire, de prendre de l'avance. Merci, Madame Ney. Là, je reviens à Monsieur Charles. Je voudrais préciser que vous êtes parmi les 2% des chercheurs en comptabilité les plus cités en monde. D'accord? Oui. Alors, oui. et vous qui êtes professeur de comptabilité durable, et on connaît toute l'importance de l'information financière en Tunisie, ma question c'est la difficulté de quantifier les effets environnementaux. Comment les quantifier? Écoutez, déjà, il y a quand même une certaine mauvaise, enfin peut-être compréhension sur le besoin de tout quantifier. C'est vrai que l'information financière, nous sommes habitués à avoir des chiffres partout pour qu'on puisse mesurer. Et ça, c'est vrai, on en a besoin. On a aussi besoin de normes et de méthodes pour nous donner quels sont les chiffres et quelles sont les métriques, comme on dit, la mesure. Enfin, d'un autre côté, je trouve que c'est pas une fin absolue. On a quand même des outils qui permettent de mesurer les émissions à effet de serre dans le scope 1, 2, 3. Il y a toute une méthodologie, toute une littérature dont je suis familier, mais pas exactement en profondeur. Mais il y a des experts, des collègues qui font ça. Donc, on demande toujours comment, mais il faut aussi chercher, hein. Il y a des manuels, il y a des guides, il y a des ressources là-bas. Il y a le cycle d'analyse de la vie d'un produit, ça a été fait il y a longtemps. On peut mesurer aussi l'impact environnemental. Je crois qu'on a perdu le son. Pardon? Oui, on a un problème avec le son. Je reviens ainsi, en attendant de réparer
techniquement, je reviens à vous, Sissemir. Oui. Et là, je veux parler de le rôle de la société civile. Je sais que vous organisez chaque année un grand événement, GIX. Si on peut avoir de plus amples détails sur cette manifestation et surtout insister sur le rôle que peut jouer la société civile. En fait, chaque été, on organise une conférence qui veut... Je ne sais pas si Samir. Comment? Si Samir, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'ils ne nous entendent pas, hein, Systémie. Je pense que c'est le Oui, problème ça a l'air vient que de nous, on Nous, leur on s'entend. s'entend entre nous, on les On entend. s'entend. Ouais, et eux ne nous entendent pas. On a un problème de son, donc. Si Samir, Euh, bon. Oui. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend, oui. Excellent. Je veux rebondir par rapport à ce qu'a dit Madame Neil Sikerim et notre collègue. Au fait, l'Afrique et la Tunisie, ils doivent vraiment, pour de bon, faire du work plutôt que du talk. On parle beaucoup, mais concrètement, on ne fait rien. D'ailleurs, je salue nos collègues à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis pour le guide qui est. C'est un bon travail, mais allez vérifier combien d'entreprises cotées en bourse ont appliqué ce guide-là. Et pas beaucoup. Et donc là, il faut un travail vraiment de vulgarisation et de conviction. Il faut une formation au niveau du conseil d'administration, parce que c'est eux auxquels le PDG rend des comptes. Et si le conseil d'administration d'une autre organisation où les autorités ne sont pas convaincus de l'urgence de cette notion de durabilité, donc il ne faut pas chercher midi à 14 heures. L'autre chose pour l'Afrique, Kérim, je crois que l'Union africaine ou l'Union arabe peuvent jouer un rôle pour que les États arabes ou les États africains s'approprient de cette intelligence artificielle, développent leurs propres normes de durabilité, développent leur propre agence de notation ESG, et comme ça, ils vont noter quelque chose qui tient compte de la spécificité environnementale et sociale des pays de l'Afrique. Revenons à ma conférence, là. La conférence, elle est un espace d'échange entre des chercheurs de calibre international et des praticiens. Et donc là, on vient, on fait on pose des questions d'actualité et on va échanger entre ce qu'on trouve dans les recherches empiriques et comment est-ce que ces résultats qui sont validés par une approche scientifique très rigoureuse peuvent améliorer les pratiques d'affaires en Tunisie ou dans d'autres pays. Et c'est pour cela là qu'on a 2 journées académiques où il y a des panels de discussion, mais plutôt la dernière journée, c'est une journée de développement professionnel où on forme des compétences. C'est une forme de capacity building que la Global Initiative for Governance and Sustainability offre. L'idée, c'est de joindre gestes aux paroles. Bien évidemment, il n'y a pas que nous que faisons ça. Je tiens sincèrement à féliciter toutes les universités tunisiennes. Écoutez, chaque semaine, il y a 3 ou 4 conférences et le thème se répète de Gebes jusqu'à Bizerte. Toutes les universités organisent des conférences, mais ce qui m'agace un peu, c'est que ces conférences-là ne trouvent pas des conséquences en termes de terrain. Et le problème de Gabès est un témoin là. Où sont ces recherches empiriques sur le risque environnemental sur le groupe chimique de Gabès? Et donc là, la question est comment est-ce que on casse ou on fait cette connexion entre des universitaires qui font une recherche de très bonne qualité, soit des universitaires en Tunisie ou à travers des Tunisiens à travers du monde et des collègues à l'international. La GIGS, elle accueille vraiment chaque été des sommités mondiales. Hein. Comment est-ce que ce corpus de connaissances appliquées trouve un écho
dans les pratiques d'affaires en Tunisie. Là, c'est une bataille qui n'est pas facile à gagner d'avance. Et nous, on ne parle pas d'espoir, honnêtement. Il y a beaucoup de collègues, les autorités, sincèrement, et ils appuient par la participation dans la conférence, par l'envoi de cadres pour se former. Et donc, je crois que euh, j'ai une statistique que je vais partager avec nos collègues à travers le monde, parce que l'émission, c'est pas rien que pour la Tunisie. Écoutez, dans les 10-15 prochaines années, il y aura 1,2 billion de jeunes demandeurs d'emploi. Si on fait ce qu'on fait maintenant, il y aura 400 millions d'emplois. Donc voilà le risque C'est alarmant. social. C'est alarmant. C'est alarmant. Et d'ailleurs, la Banque mondiale a un excellent projet en Afrique, c'est que, parce que Karim a parlé de l'intelligence artificielle Les et 2 d'IA, milliards, oui. on ne peut pas parler d'IA pour des pays qui n'ont pas d'électricité. C'est dans ce sens que la Banque mondiale a un programme de connecter 300 millions d'habitants d'ici 2030. Moi, je trouve que cet objectif-là, il est louable parce que pour être connecté à Internet et développer sa propre version de l'IA, il faut avoir une connexion d'électricité. Là, on arrive au terme de notre rencontre. Il nous reste exactement 6 minutes. Je vais passer la parole de la fin à chacun de vous. Je vais commencer par Monsieur Charles. On va vous laisser dormir. Je sais qu'il est presque minuit maintenant chez vous. Il est minuit. Je ne sais pas pour la conclusion. J'ai pas pu finir ma remarque sur votre Allez-y. question à cause du problème du son. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. On n'a peut-être pas évoqué beaucoup le sujet que vous aviez mis en avant sur l'importance de l'éducation, l'investissement sur l'éducation. Évidemment, en tant qu'académique et professeur, c'est un peu notre priorité. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe avec l'IA, la profession académique et professeur va devoir évoluer. Mais en tout cas, la formation des jeunes étudiants, des jeunes de la jeune génération, c'est primordial. Mais c'est surtout pour eux-mêmes. Nous sommes dans une génération nous vieillissons, etc. Mais on parle beaucoup de comment faire ci, comment faire ça. Le manque d'éducation. On a parlé aussi à la question ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, les pays qui ont. Il faut la rendre accessible justement. La priorité, ça fait partie d'un des objectifs développement durable SDG, éducation. Donc je pense que ça a été un peu méprisé. Je pense que ça a été un peu trivialisé. Et il faut remettre en question comment former les jeunes sur ces aspects sociaux, environnementaux, parce que je crois qu'on a perdu un peu le fil, surtout dans le cadre des écoles de commerce. Moi, je suis Parfait. professeur dans l'école de commerce, comme mon collègue Samir. Nous avons un peu perdu, et Inès, pardon, aussi évidemment. Je ne sais pas si il va falloir faire une réforme majeure sur comment former les jeunes en développement durable. Charles, vous demeurez fan de PSG? Tout à fait, oui. Bonne chance alors. Toujours Alors. champion d'Europe en titre. Voilà. Madame Inès. Pas cette année. Alors, moi, j'aimerais revenir rapidement sur les défis propres à notre pays, notamment la pénurie d'eau. Il y a le rapport du Country Climate and Development Report de la Banque mondiale qui montre que si on fait rien, on va avoir notre PIB se contracter davantage, de 3% voire plus. Mais si on agit maintenant et on prend les actions nécessaires, on va pouvoir assurer une croissance jusqu'à de 7% hein, sur une raison jusqu'à 2050. Donc, je crois que il va falloir qu'on voit pas, encore une fois, qu'on réfléchit pas sur ces questions-là comme c'est des choses imposées par les pays riches, mais on a nos réalités, on a nos propres défis, et puis il va falloir juste déjà commencer par les choses simples qu'on peut faire à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de financements qui devraient être venus du privé et du partenariat public-privé. Il y a beaucoup de ressources de l'État qui sont malheureusement pas utilisées proprement. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on prenne les mesures nécessaires et vite
les projections sur les demandes en eau, par exemple, par rapport à l'offre. Donc, ça va dépasser de 28%. Donc voilà, on a nos propres défis. C'est des risques très, très significatifs qui vont toucher en particulier les zones rurales. Donc, quand on repense à ces défis-là, sociétal et environnemental, ben, il va falloir qu'on trouve une solution qui va pousser les deux dans le même sens, et je crois qu'il y en a. Merci. Merci, Neila. Madame Neila, le mot de la fin? Alors, je vais être rapide, effectivement. J'ai envie de dire que l'ESG nous rappelle en fait pourquoi on agit et pourquoi on fait les choses. L'IA nous montre comment le faire mieux quelque part ou comment le faire de manière plus efficace. Et quand on combine ESG et IA, quelque part, ça nous oblige à conjuguer innovation et conscience pour bâtir des organisations plus durables, plus justes, plus lucides sur leur impact. Voilà ce que j'avais envie de dire en mot de fin. Si Samir, on va clore avec vous. Moi, sincèrement, j'ai 3 messages Rapidement. aux décideurs publics, aux autorités publiques et économiques des pays émergents. Mon premier message, c'est investissez dans la confiance. Confiance de votre peuple, confiance des investisseurs. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de balayer devant sa porte sur le plan de la gouvernance. Montrer que l'état de droit n'est pas négociable, que vous combattez la corruption non pas par des discours, mais par des actes. Des enquêtes, des sanctions et de la transparence budgétaire. Mon deuxième message, c'est qu'il ne faut pas dissocier l'économique du social et de l'environnemental. Et il faut arrêter pour de bon qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Au contraire, faites-en des leviers mutuels. Par exemple, pour chaque grand projet d'infrastructure, demandez-vous comment il peut employer localement, former des jeunes, respecter la nature. Mon dernier message, c'est qu'il faut que vous ayez le courage des réformes. C'est vrai, les premiers pas sont souvent publiquement difficiles. Réformer l'éducation, ça prend du temps. Lutter contre la corruption peut bousculer beaucoup des intérêts établis. Mais tant de pays ont montré que quand on est persévérant, les résultats arrivent et la population et le contrat social se solidifient. Merci. Donc pour moi, je crois que c'est ambitieux, mais c'est à cette condition que les économies émergentes deviendront les économies d'avenir. Merci, si Samir Trabelsi, M. Charles Chaud, et Madame professeur Inès Cheib, Madame Neila Benzid. Vous ne m'avez pas demandé quelle équipe je supporte. Hein. Ah, je le sais, ça. C'est bien, ok. L'espérance sportive, non? C'est l'espérance sportive, non? Non, Ah non, bon? je respecte l'espérance, mais le champion sera l'Étoile sportive de Sahel cette saison, malgré tous les problèmes. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon, je suis espérantiste, je ne vous le cache pas, mais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci beaucoup, Samir, Charles, merci. Et que PSG soit championne pour 2026. Inès Cheib, merci beaucoup. Madame Neila Benzina, pareillement. Ce fut un très, très grand plaisir pour moi. C'est une opération extraordinaire. C'est une première pour moi, sincèrement. Je ne voudrais pas clore sans remercier toute l'équipe de la chaîne Tounesna, et particulièrement l'équipe technique qui a veillé à la réussite de cette rencontre. Si Karim Mahlas, merci beaucoup. Madame Houdet, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Au revoir.